Bon, on va débriefer une défaite ce soir. Elle m'a fait mal celle-là, c'est vrai. On va débriefer une défaite qui peut potentiellement faire du bien aux 15 de France. Avant ça, voilà, classique, pensez à vous abonner, à me donner votre avis en commentaire, à dire ce que vous avez pensé du match. Il y aura pas trop d'images, je sais que vous aimez bien les images, mais là, c'est vraiment un débrief pur, que de la parole. Regardez pas trop la vidéo à la limite, de toute façon, c'est plutôt podcast ce débrief. Mais voilà, le match en lui-même, c'est quand même assez exceptionnel. J'étais au Stade de France, l'ambiance était vraiment exceptionnelle sur la première mi-temps, parce que sur la deuxième, forcément, c'est un peu plus compliqué, et cetera. Même sur la deuxième mi-temps, quand il y a les occasions françaises, le stade est incroyable et sur ça, c'est à souligner le match, sur l'ambiance. C'était vraiment autre chose. J'avais fait France-Nouvelle-Zélande la saison dernière. C'était génial, mais c'était pas aussi énorme que ce match-là. Vous sentez qu'il y avait une tension en plus. Euh, les gens étaient un petit peu plus triturés que d'habitude. On voyait aussi dans la presse beaucoup d'articles. On se rappelait 2023. Comment battre les Springboks. C'était vraiment l'antagoniste ultime. Et c'est pour ça que je me pose la question. Vous me dites en commentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, pas historiquement, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les prochaines années, le match qui va vraiment faire parler tout le monde, ça va pas être un France-Afrique du Sud plutôt qu'un France-Nouvelle-Zélande, malgré la légende que sont les All Blacks. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que je pense que la France a compris que les doubles champions du monde en titre sont les doubles champions du monde en titre. Parce qu'après 2023, il n'y avait pas vraiment ce sentiment. Là, je pense qu'il y a enfin. Tu perds vraiment une belle défaite. Voilà, il y a pas d'argument, d'arbitrage, pas de tati à droite. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, mais franchement, si vous me parlez d'arbitrage sur ce match, c'est que vous n'avez pas regardé le match. Parce que certes, il va y avoir deux trois décisions en faveur des Sud-Africains, mais il y a aussi deux trois décisions en faveur des Français. Des en avant, des déblayages, des fautes passives dans les rucks. Pour moi, c'est la même chose. Vous n'allez pas être d'accord. Certains vont faire complot, arbitrage, les Sud-Africains sont dopés, Rassi Erasmus a payé World Rugby, etc. Voilà, ça c'est du non-sens à mon sens, parce que il y a un match et on va commencer. D'abord ce match, ces 20 premières minutes qui sont plutôt pas mal. Franchement, 20 premières minutes qui sont plutôt pas mal. Il y a quand même quelques petites erreurs, quelques fautes. Pour moi, une des plus grosses alertes, c'est ce renvoi extrêmement mal contrôlé après l'essai de Penaud. On sait que dans le rugby, voilà, c'est un petit peu impulsif. Quand tu marques un essai, le plus important, c'est le renvoi, soit bien géré. Là, sur ce renvoi, tu fais un molle, tu te fais dézinguer par les Sud-Africains qui t'enterrent le molle. Il y a quelques actions ensuite, mais au final, la domination reste sud-africaine. Et du coup, tu prends une pénalité, ça fait 7-3 directement, alors que tu viens de marquer un essai qui est vraiment pas mal. Et surtout que ces 20 premières minutes auraient été beaucoup moins concluantes. Tu sors de là avec seulement 2 points d'avance parce que Sacha Feinberg-Gomezulu a quand même manqué 2 pénalités sur ces peut-être 30 premières minutes, je crois peut-être pas 20, mais sur les 30 premières minutes. Ce qui fait que tu passes d'un 14-6 à un 14-12 et ça aurait changé totalement la suite du match. Voilà. Pour moi ensuite, l'essai de Reynac, j'ai eu des flashbacks de 2023. C'est un essai où ça part d'une mêlée. La mêlée, la première ligne s'écroule un petit peu, elle met du temps à se replacer. Il y a un temps de jeu pour Reynac, il y a un ruck, et à partir de ce ruck-là, c'est un essai pas construit. Reynac prend de vitesse mais à fou parce qu'il y a un mauvais replacement défensif. Et l'essai est à 0 passe quasiment. C'est un essai à faible construction, à faible dépense énergétique. C'est exactement les mêmes que l'équipe de France avait pris face aux Springboks en 2023. Et sur ça, j'ai eu un flashback de me dire, ok, le match est peut-être pas aussi acquis que les 2 essais de Penaud le laissaient penser. Parce que franchement, cet essai de Reynac, il fait extrêmement mal à la tronche. Et voilà, le replacement des premières lignes est trop long, ça laisse un gap. Mais à fou, et je sais pas qui c'est qui manque le plaquage de l'autre côté, voilà, sont en retard. Voilà. Pour le carton rouge, je viens de finir un stream où je dis que pour moi le carton rouge, je comprendrais que ce soit un carton orange. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'image à vitesse réelle, il y a à peu près 0,3 secondes entre le moment où le genou de Ramos touche le sol et le moment de l'impact. Alors certes, le plaquage de Jaeger est dégueulasse parce qu'il touche la tête de Thomas Ramos. Si ça touche pas la tête de Thomas Ramos et que Reynac ne plaque pas Thomas Ramos et que Thomas Ramos reste sur ses appuis, le plaquage de Jaeger, au final, c'est une simple faute parce qu'il n'y a peut-être pas les bras. Donc là, ça aurait pu être une simple faute. Là, le fait qu'il touche... En fait, moi, je considère que le fait que Ramos ait une chute de hauteur extrêmement soudaine peut être considéré comme une circonstance atténuante, même si elle a circonstance aggravante du fait que De Jaeger projette son épaule. Voilà. Pour moi, je comprends le rouge, je pense que c'est l'option la plus favorable pour ce genre d'action. Et je comprendrais aussi.
que l'arbitre ait choisi le orange. Voilà, ça c'est pour le petit point carton rouge, vous me dites ce que vous en pensez. Il y a des choix aussi qui peuvent être questionnables. Tu mènes 14 à 6, tu vas en pénal touche. Est-ce que le pragmatisme ultime aurait pas voulu que tu tentes la pénalité et que tu passes à 17 peut-être? Je crois qu'il y en a 2 pénal touches sur la première mi-temps où tu peux peut-être la tenter parce que tu as Thomas Ramos qui est un sniper. Voilà, ils ont choisi d'aller en touche, ça a peut-être pas porté ses fruits autant qu'on l'aurait voulu du côté des Bleus, mais voilà. Et puis le dernier, un autre point aussi, un petit peu efficacité, on en parlera très souvent sur la deuxième mi-temps, mais sur le petit point efficacité, sur le deuxième essai de Penaud, alors l'essai est magnifique, tu vas exploiter l'extérieur, Ntamak fait la bonne passe, Ramos fait la bonne passe, est-ce qu'il y en a avant, on sait pas, on s'en fout. Mais ça intervient après 5 minutes d'occupation dans le camp des Springboks. C'est beaucoup trop. Et surtout que avant ça, de mémoire, tu as 2 mauvais coups de pied dans le deuxième rideau de Romain Ntamak qui sont directement captés indirectement ou en arrêt de volée, parce que je crois qu'il y en a un où ça finit dans les bras de Willem C qui la drop, Krill s'en sort, au final les Springboks sortent de leur camp malgré tout, mais après ça revient, etc. Et voilà, le fait est que sur cet essai-là, il y a eu une grosse dépense énergétique, et au final, le fait qu'à la mi-temps, à cause de l'essai de Reynac, tu vires qu'à 14 à 13, et même que sur la dernière action de la mi-temps, après le carton rouge, t'aies pas eu une seule occasion de potentiellement accroître l'écart de 14 à 13, donc à 4 points ou à 8 points avec un essai avec l'en avant de Jelon. Bon, c'est ça qui est dommage. Pour la deuxième mi-temps, pour moi, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps sont catastrophiques. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'au final, l'équipe de France domine, etc. Parce que l'équipe de France ne marque aucun point. Il y a 4 occasions franches et 2 belles occasions de marquer des points. Des passes pas contrôlées, des en avant forcés. T'es en supériorité numérique, t'es censé aller chercher ces essais qui vont te mettre à distance et t'y arrives pas. Sur ça, voilà, l'efficacité a été vraiment mauvaise dans les occasions un petit peu... les belles occasions, on va dire, il y a la percée de Cramon sur après la touche pour le Garec. Il y a aussi l'espèce de rebond que le Garec a pas au final et je crois que tu perds la balle après. Ces 20 premières minutes, en fait, c'est là où tu comprends que tu vas pas gagner le match parce que tu marques pas de points et t'es pas assez efficace. Et au final, t'en reviens un petit peu à ce qui s'était passé sur la dernière Coupe du Monde, alors on en revient toujours à ça, mais tu marques pas. Tu marques pas, tu es censé accroître la distance, tu n'y arrives pas et au final tu marques cette pénalité, ça fait 17 à 13, mais au final tu as fait 20 minutes de domination où tu as l'impression que les Springboks subissent, mais en fait ils subissent pas, ils ne subissent pas. Et ils ont une gestion du carton rouge qui est géniale parce qu'ils sortent Colissi et il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème de leadership, les joueurs savent se gérer tout seuls, ils peuvent tenir, ils peuvent te foutre des pénalités à seulement 7 joueurs dans la mêlée, ce que je trouve absolument incroyable. On va y revenir à notre gestion de la mêlée, mais sur ça, voilà, les 20 premières minutes sont... pour ça qu'elles sont catastrophiques. On pense aussi peut-être au choix sportif de Galtier, alors au changement on va dire, parce que autant là, changer les piliers j'aurais compris, j'ai compris même, voilà tu fais rentrer l'expérience de Gros, d'Aldeguerri, au final ça n'a pas payé, mais le fait que tu sortes Marchand à la 47e alors que c'est un des joueurs les plus en place, c'est en plus un Marx qui est resté tout le terrain, je suis pas coach hein, mais peut-être qu'au final il aurait fallu mettre Marchand, je sais pas s'il aurait tenu mais mettre un Marchand Marx jusqu'à ce que Marx sorte et qu'au final tu tiennes un petit peu l'espèce de stand-off, l'espèce de duel entre deux talonneurs parce qu'ils se répondaient vraiment coup sur coup et ils étaient vraiment extrêmement précieux pour chacune des équipes, notamment dans les rucks, notamment dans l'activité, c'est des joueurs chiants à plaquer et je pense pas que ça aurait été un manque de respect à Cramon de le faire rentrer uniquement sur les 10 dernières minutes. Voilà. C'est ce que je dis. Bah après, Marx est sorti à la 77e. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai ensuite à dire? Bah en fait, quand tu bascules sur les 20 dernières minutes de la deuxième mi-temps, tu te fais défoncer. Pas défoncer au sens... voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils enchaînent les pénales touches, ils enchaînent les molles, t'enchaînes les fautes, que ce soit sur des hors-jeux ou sur les molles. T'as le carton jaune à Louis Elbiaré qui, et pour moi, c'est même pas une question, un volontaire, il a touché la balle. Il n'y a pas de question à avoir sur ce carton jaune. Il y a carton jaune, j'ai vu Ramos qui disait que c'était un peu sévère. Le fait est que tous les week-ends en top 14, c'est la même chose. Un avant volontaire. T'essayes pas d'attraper la balle, tu dévies la trajectoire de la balle, c'est carton jaune, voilà. Il y a cette fin de match où tu prends des essais, alors à qui la faute? Sur la défense du Moll, avec le départ au ras de Grant Williams, est-ce que Jégou il aurait pas dû défendre? Bah non, il est hors jeu si on regarde les images. Ouais, est-ce que c'est la faute de la montée défensive? Ouais, mais ils sont à 14 et il n'y a pas Loubi Elbiaré, ils veulent absolument empêcher que le ballon aille à l'extérieur, du coup Grant Williams joue parfaitement le coup en allant chercher l'intérieur du premier défenseur et en plus le Moll est façonné de manière à ce qu'il y ait personne qui le suive en troisième ligne ou en fait les avants. Du coup voilà, après le dernier essai, bon c'est un petit peu en parenthèse parce que tu sens que les Bleus ont lâché. Et sur ça, voilà, c'était un match assez particulier au final, parce qu'il était assez intense, mine de rien, mais il n'y avait pas de rythme. Pas un match où les joueurs haletaient. Alors certes, il y en a certains qui avaient un petit peu de mal, mais
C'est un match avec 32 minutes 37 de temps effectif. Il n'y a pas eu énormément de plaquages. Hein. Quand on regarde les chiffres, les Sudaf sont à 66 plaquages réussis pour 88 tentés. Ça fait 80% de réussite. Et les Français sont à 74 sur 90. 85%. Ça n'a pas été un match si dur que ça sur la défense. Et ça a été un match dur parce qu'il y a des moments où les Bleus ont craqué. Je pense aux mêlées notamment. Les mêlées, qu'est-ce qu'il y a à dire? T'en fais 5, t'en perds 2. Je crois que t'es à 50% sur tes mêlées introduction. Tu fais des fautes sur les mêlées à introduction adverse. C'est dur parce qu'en fait, tu prévois toute la semaine que tu vas perdre sur les mêlées. Tu sais que les Sud-Africains sont plus forts, mais tu fais quand même confiance à Erdosio et Montagne qui, pour moi, certes, souffre énormément sur la mêlée. Montagne, j'allais dire, il souffre peut-être pas autant que que certains le disent. Ils souffrent quand même. Hein. Ils vont pas un match au 5 sur 10. Mais Erdosio est peut-être à 4,5 et Montagne à 3,5, 4. Quoi. Et voilà, après, voilà, c'est un petit peu le problème, on va y revenir, du top 14 qui fait qu'il est extrêmement accidentogène, blessurogène, on peut dire. Et que du coup, c'est vrai que sur certains postes, même si tu as des blessés titulaires, c'est pas trop grave, genre la 3e ligne, les 9, les centres, tu as quand même de la réserve. Et sur les piliers droits, même sur les piliers gauches, ça peut être parfois un peu court. On l'a vu avec Montagne, tu as un très bon joueur, mais c'est vrai que quand tu as des Antonio, quand tu as des Tatafou qui ont peut-être un peu plus d'expérience, c'est dommage de ne pas les avoir sur ce truc-là. Et est-ce que c'est la faute du top 14 de les avoir blessés? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le top 14 ne les a pas blessés, mais vous voyez ce que je veux dire. Le fait est que le top 14 est extrêmement blessurogène dû à son rythme assez intense, surtout que tu viens d'enchaîner 9 matchs d'affilée, enfin un bloc de 9 matchs. Si en plus tu es un joueur qui est assez utilisé dans ton club, peut dérouiller avant en plus d'entamer la fenêtre internationale. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La stat marquante de ce match, c'est les points marqués par entrée dans les 22 mètres. C'est-à-dire que les Bleus ont fait 9 entrées dans les 22 mètres. Les Springboks, ils ont marqué 1,5 points par entrée. Les Springboks ont fait 5 entrées dans les 22 mètres français. Ils ont marqué 5,2 points par entrée. Ils ont marqué 4 essais avec 5 entrées dans les 22 mètres. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie de cette stat. Les Springboks sont rentrés 5 fois dans les 22 mètres français. Ils sont repartis avec 4 essais. Je trouve la stat dingue. C'est dingue l'efficacité de cette équipe, le mental sur toute cette équipe parce qu'ils ont pris un carton rouge et pourtant c'est sur la fin de match où ils vont tuer les espoirs français alors que tu les attends un petit peu plus fatigués parce qu'avec le carton rouge, tu sais que sur les dernières minutes ça peut tirer un peu plus. Non, on te concasse devant et tu fais rien derrière. C'est exactement ce qui s'est produit et c'est assez incroyable et c'est pour ça que je disais au début de la vidéo que je pense que les Français ne sont plus aussi amers qu'en 2023 parce que là tu as compris. Ils sont double champions du monde. Même alors c'est peut-être un peu fou, mais je sais pas si à 13 on aurait gagné ce match aussi, tu vois. Voilà. Les Springboks c'est tellement en maîtrise, ils ont tellement cru, malgré le début de match compliqué et malgré la deuxième mi-temps compliquée où au final ils tiennent, ils marquent, ils prennent pas d'essai, ils prennent pas de points, ils prennent une pénalité, mais c'est pas grave. Et voilà, pour moi c'est assez dur quand même. C'est dur ce match pour l'équipe de France parce que tu te rends compte ce qui te manque. Tu te rends compte ce qui te manque. Et tu te rends compte qu'il y a plein de facteurs extérieurs. Franchement, je comprends ceux qui disent que Galtier s'est cherché des excuses en disant oui, mais ça fait que 2 semaines qu'on est ensemble. Pour moi, c'est un argument. Un argument, ça fait 7 ou 8 mois que tu n'as pas joué ensemble. La tournée en Nouvelle-Zélande, tu peux même pas parler de jouer ensemble vu que tu n'as pas tes titulaires. Et là, après seulement 2 semaines d'entraînement, tu es censé pouvoir aller taper les Springboks à la maison. Alors, il y a des bons débuts dans le match. Mais pour moi, c'est simplement pas possible. Et alors évidemment, il y a les anti-Galtier qui vont dire que non, il est nul, etc. On peut discuter du plan de jeu, là il n'y a pas de souci. Pour moi, la compo est ok. Le plan de jeu c'est différent, je trouvais qu'il y avait des secteurs où ça manquait encore un petit peu de verve, de sécurité, de stabilité. Et le fait est que tu as pris une leçon. Tu vas peut-être changer les choses pour le reste de trucs. Et tu as pris une leçon. Et le fait est que le top 14 est fait de manière, aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que ne pas jouer pendant 7 mois, c'est impossible. Parce que le top 14, entre guillemets, te force à ne pas jouer la tournée d'été. Ce qui fait que tu as 7 mois sans compétition. Pas possible. Il te faut, à mes yeux, si tu veux que le 15 de France passe dans une autre dimension, il faut que les joueurs puissent jouer cette tournée d'été. C'est trop tard maintenant. Tu pourras pas changer le format du top 14 avant 2027. Voilà, donc il va falloir se débrouiller pour que tes joueurs emmagasinent un maximum d'expérience, notamment à l'extérieur, parce que ça on n'en parle pas assez, mais le fait que depuis 2020, on ignore à chaque fois les tournées d'été, en voyant des équipes bis, ça amène ton équipe à entre guillemets, ne pas savoir jouer à l'extérieur, en dehors de l'Europe. Ce qui est une chose totalement différente par rapport aux 6 nations, où quand tu vas jouer en Irlande, en Écosse, en Italie,
quelque chose d'entièrement différent parce que, entre guillemets, tu es à portée de bras de la France. C'est pas comme si tu allais jouer en Nouvelle-Zélande. C'est totalement différent quand tu fais une tournée que, entre guillemets, tu peux compter que sur toi, tu n'as pas l'appui du public. Et pourtant, c'est ce sur quoi Galtier a basé ses 4 premières années. Il y a la tournée en Australie avec le Covid, où là, c'est plutôt pas mal, il y a des joueurs qui se révèlent, mais au final, tu n'as pas tes titulaires. Au Japon, t'as pas tes titulaires. En 2023, t'as pas de tournée d'été parce que comment dire, il y a les matchs de préparation. Et après, on bascule. Donc, on a France 2023 où en fait, t'as juste eu à savoir peaufiner ta manière de jouer à domicile parce que pendant la Coupe du Monde, tu vas que jouer à domicile. Et au final, tu bascules sur ce cycle 2027 où tu vas jouer en Australie et tous les exercices pour jouer, pour apprendre à jouer à l'extérieur ensemble, tu les fais sans tes internationaux. L'Argentine, voilà. La Nouvelle-Zélande. Pas grand chose à retenir. Il y a des joueurs qui se sont révélés, ça a été intéressant, mais globalement, tu n'as pas la structure que tu as quand tu es en automne ou aux 6 Nations. L'été prochain, il y a quoi? Il y a la Nations Cup. Tu n'es même pas sûr de pouvoir prendre tes meilleurs joueurs pour le match en Australie, le match en Nouvelle-Zélande et le match au Japon. Et après, c'est la Coupe du Monde. Parce que tu as la tournée d'automne, tu joues à domicile, le 6 Nations, tu joues à domicile ou en Europe. Évidemment que le 6 Nations te permet d'enchaîner les matchs à haut niveau, mais t'es entre guillemets chez toi. Quand en Australie, tu vas passer les phases de poule et que tu vas devoir enchaîner 4 matchs de très haut niveau sans pause, alors que le 6 Nations, il y a des pauses, 4 matchs, 4 semaines de matchs, tu vas devoir gérer. L'expérience que tu n'as pas acquise durant ces tournées d'été manquées, elle pourrait être préjudiciable à ces moments-là. Parce qu'il y a des joueurs qui vont mal gérer l'éloignement, parce qu'il y a des joueurs qui... L'isolement, on sait qu'il y a plein de raisons extérieures qui peuvent perturber un joueur. Et le fait que tu n'aies pas réussi à utiliser les tournées d'été avant, voilà. Donc là, c'est un dérivé, entre guillemets, de ce que je voulais dire sur le dérive du match. Mais pour moi, cette défaite, elle veut dire tellement plus de choses qu'elle n'en dit réellement. Parce que cette défaite, c'est pas seulement la défaite d'une équipe de 23 joueurs qui, bon, a été mal préparée, etc., c'est surtout la défaite d'un système. Alors ça fait extrêmement facile de dire après le match de il aurait fallu. Il aurait, à mon sens, évidemment fallu ne pas prendre les Springboks d'abord parce que eux ont eu le calendrier parfait. Hein. Eux, ils ont commencé par le Japon, ils se sont chauffés pour la France, ils ont pris la France, ils ont gagné. Là, ce week-end, ils vont en Italie. Bon, peut-être qu'ils vont faire tourner et après, ils ont l'Irlande. Et après, ils terminent par le Pays de Galles. Et eux, ils ont un calendrier parfait. Pour l'équipe de France, c'est plus compliqué. Là où l'année dernière, par exemple, ça a été plutôt bien tiré parce que tu commences par le Japon, je crois. Ensuite, tu fais la Nouvelle-Zélande et tu termines par l'Argentine. Voilà, ça c'était une construction de calendrier qui avait été très très bien faite. Là, cette année, le fait de commencer par les Springboks, on y a cru. Mais c'est vrai que quand tu es réaliste, ça aurait relevé vraiment pas d'un miracle, mais d'une performance de très très haute volée pour être aussi prêt et concis et sans déchets avec seulement 2 semaines de préparation pour jouer les doubles champions du monde qui sortent de 2 mois de compétition en rugby championship. Certes, ils font 2 premiers matchs qui sont pas incroyables face à l'Australie, mais qui se remettent en question. Perdent, c'est vrai, contre la Nouvelle-Zélande, mais alors les 3 derniers matchs, ils roulent. Et au final, ils se sont révélés et ils ont appris énormément de choses. Donc voilà, c'est juste pour dire que il y a plus de choses, il y a plus de signification derrière cette défaite qu'on ne veut le croire, parce qu'on peut dire ouais, Galtier est nul, ouais, Ntamak est nul, ouais, le Garec qui sort pas les ballons rapidement, et c'est vrai. Il y a des erreurs, il y a des joueurs qui ont mal joué. Je suis pas sûr que ce soit entièrement la faute de Galtier, Ntamak ou le Garec. Il y a d'autres mots à cette équipe, et je pense que c'est une accumulation de plein de choses qui fait que, c'est-à-dire les 2 touches que tu perds, au final, c'est quand tu vas jouer. Tu perds le mélange, mais quand il y a une touche que tu perds où tu veux essayer d'aller jouer en fond d'alignement sur bout de hand alors que tu as fait que des premiers blocs depuis le début du match, au final c'est le ballon que tu perds alors que tu es dans les 22 et que ça fait une occasion franche. Les quelques rucks que tu perds, c'est des rucks en attaque où en fait t'es pas censé perdre le ballon, mais les soutiens ils sont peut-être une demi-seconde ou 1 seconde en retard parce qu'ils sont pas aussi fluides qu'ils ne l'auraient été si le match avait été joué 2 semaines après. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a des chandelles qui sont pas bien tapées. Il y a en attaque aussi, c'est un truc à dire, mais sur certaines séquences offensives, les avants sont mal placés. Ils prennent parfois le ballon en reculant. Les positions sont pas opti. Voilà, en fait, rien n'a été maximisé pour être certain de gagner les lignes d'avantage. Des fois, tu vois Guillard qui prend le ballon, il a déjà un appui en arrière au lieu de se relancer directement. Il y a des fois, c'était hors tempo. Et tu le ressentais parce que au lieu d'avoir la vitesse du joueur plus sa capacité à casser les plaquages, tu te reposais uniquement sur la capacité intrinsèque du joueur à casser un plaquage. Des fois ça marchait, mais des fois ça marchait pas et tu t'es fait refouler. Et c'est toutes ces petites choses-là, entre guillemets petites choses, qui font que, au final, et en plus l'inefficacité en deuxième mi-temps, la première mi-temps, les fautes, etc., que tu n'as jamais distancé les Springboks. Et les Springboks n'ont jamais cessé d'y croire en fait.
et c'est là où tu perds le match. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief des Fidji. On verra ce que ça donnera sur ce match. On verra quel compo aussi. C'est intéressant de voir ce que va faire Galtier sur ce match. Est-ce qu'il veut utiliser tout l'effectif ou est-ce qu'il veut vraiment enchaîner et puis avoir un espèce de point culminant face à l'Australie pour vraiment avoir une espèce de progression linéaire tout au long de la tournée. On verra. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à donner votre avis en commentaire. Et puis voilà, pensez à vous abonner si vous avez apprécié l'analyse. Débrief, je sais pas trop comment on appelle ça, mais voilà. Merci, bonne soirée à tous. Et puis bon match samedi pour les Fidji.